propose donc de commencer notre audition. Donc, merci à Madame Sylvie Montou, responsable de projet en charge de l'évaluation du plan de relance, et à Monsieur Vincent Ossilou, directeur du département économie et finances de France Stratégie, d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Ossilou, vous êtes économiste, responsable du département économie et finances de France Stratégie depuis plus de 8 ans. Vous exerciez précédemment des responsabilités au sein de cabinets ministériels, ainsi qu'à la Commission européenne et au ministère de l'économie. Madame Montou, vous êtes vous aussi économiste, responsable de projet chez France Stratégie, en charge de l'évaluation du plan de relance. Vous étiez auparavant économiste auprès de Business France, précédemment agence française pour les investissements internationaux. Votre audition doit nous permettre de comprendre le bilan que France Stratégie dresse des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Il s'agit aussi de vous entendre quant à vos analyses au titre du comité d'évaluation du plan de relance présidé par M. Benoît Cœuré. Vous avez en effet participé à la rédaction de son rapport récent, rendu public en décembre 2022, dont un chapitre est dédié à MaPrimeRénov'. Vous aviez aussi préparé en 2021 une note sur la rentabilité économique des rénovations énergétiques et en 2020 une autre note sur comment accélérer la rénovation énergétique des logements. Dans ces différents documents, qui sont de nature différente, mais que je regroupe pour faciliter la discussion, vous insistez sur la faible part des travaux de rénovation globale. Le dispositif MaPrimeRénov', par exemple, soutient essentiellement des rénovations dites rénovations monogestes, avec 83% des dossiers validés en 2021, ce qui représentait 55% du montant des primes accordées. Vous notiez aussi que les travaux de rénovation financés par les aides publiques sont marqués par la prédominance des travaux liés au chauffage, avec ce chiffre marquant de 70% des dossiers MaPrimeRénov' en 2021. Comment expliquez-vous de tels résultats? Dans quelle mesure des dispositions législatives et réglementaires pourraient infléchir ces résultats? Vous expliquez par ailleurs que l'évaluation précise des politiques de rénovation énergétique est parfois difficile. Vous nous expliquerez pourquoi et quels sont les moyens mobilisables pour améliorer le suivi et l'évaluation de ces dispositifs. Les économies d'énergie engendrées restent en réalité très théoriques, de même que les réductions de carbone émises, puisque les comparaisons entre consommation réelle avant et après travaux font défaut. Comment améliorer les statistiques sur les économies d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'abattement des solutions retenues, c'est-à-dire leurs coûts rapportés aux émissions évitées. En outre, nous voudrions que vous nous présentiez vos propositions pour massifier, pour rendre plus efficace et accélérer la rénovation énergétique des logements, alors que les obstacles à dépasser sont si grands. Problème des logements collectifs, question de la rentabilité économique des travaux, difficultés spécifiques des ménages les plus modestes ou encore risque d'effet rebond, c'est-à-dire de changement de comportement après travaux, certains ménages choisissant par exemple d'augmenter leur température de chauffage. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions pour un propos introductif d'une vingtaine de minutes, à vous répartir bien évidemment comme vous le souhaitez, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et à lever la main droite et à dire « je le jure ».
Je vous remercie. Donc, je vous laisse bien sûr la parole pour une vingtaine de minutes. Ensuite, notre rapporteur vous posera un certain nombre de questions, ainsi que les membres de la commission qui sont présents dans cette salle. C'est à vous. Déjà en termes d'introduction sur la question justement des principaux obstacles à la massification et puis à la montée en qualité des rénovations énergétiques, puisque nous savons que dans notre pays, en France, en comparaison d'autres pays européens, nous sommes très en dessous en termes de performance justement des émissions pour le bâtiment et en manque de rénovation énergétique performante. C'est un enjeu absolument essentiel compte tenu de ce que représentent les bâtiments pour les émissions carbone et la consommation d'énergie, 27% pour les émissions carbone et près de 45% pour la consommation d'énergie. C'est absolument essentiel pour notre trajectoire et notre objectif de zéro émission nette pour 2050. Nous étions jusqu'à récemment en dessous de la trajectoire. Sur les 2 dernières années, un peu plus proche de la trajectoire, mais nous sommes quand même très très loin de ce qu'il faut atteindre en termes de nombre de rénovations énergétiques performantes. Pour le Haut Conseil pour le climat, nous devrions être à partir de 2023 sur 370 000 rénovations énergétiques performantes. Or, en 2021-2022, nous n'avons été qu'à 50 000. Par ailleurs, à partir de 2030, il faudra atteindre 700 000 rénovations énergétiques performantes. Donc nous sommes très loin de ces objectifs-là. Et clairement, nous avons étudié justement les obstacles. La question absolument centrale, c'est le financement, puisque nous mobilisons déjà beaucoup d'aides publiques et aussi beaucoup d'argent des ménages pour investir dans la rénovation énergétique. C'est sur les dernières années 15 milliards d'euros d'investissement, mais selon l'Institut I4CE, pour être sur la trajectoire de rénovation énergétique globale performante, en accord avec la trajectoire bas carbone, il faudrait 10 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an. Et par ailleurs, si on est sur des rénovations globales en une fois, là-dessus, bien évidemment, on sait qu'à la fois côté finances publiques, nous avons déjà pas mal de contraintes. Nous savons aussi, bien entendu, que les particuliers ont également beaucoup de contraintes sur leur financement, y compris les gens qui pourraient emprunter. Mais on sait que faire de l'emprunt, s'endetter, même pour ceux qui peuvent le faire, c'est souvent un frein, un obstacle. Et par ailleurs, y compris ceux qui peuvent s'endetter lorsqu'ils achètent un logement, souvent sont au maximum du prêt qu'ils peuvent obtenir. Et s'ils doivent faire des travaux complémentaires pour améliorer le bâtiment, le logement qu'ils rachètent, souvent ils sont en limite du prêt qu'ils peuvent obtenir. Donc la question du financement est vraiment la question essentielle. Et là-dessus, nous avons travaillé justement sur le fait d'essayer d'évaluer quel pouvait être le nouveau vecteur pour aider à financer, en complément donc des aides publiques et en complément de l'investissement financé par les particuliers. Et de ce point de vue-là, nous avons un enjeu collectif qui est de mieux mobiliser les économies d'énergie comme source de financement justement de la rénovation énergétique, puisque on sait que justement ces économies d'énergie vont dégager du pouvoir d'achat et qu'elles peuvent être mobilisées en amont pour financer donc ces rénovations énergétiques performantes sans que ça soit nécessairement un prêt, donc un emprunt pour les particuliers. Et mobiliser ces ressources d'un point de vue global de la nation, ça serait beaucoup plus efficace. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont mal mobilisées. Et par ailleurs, alors d'autres obstacles majeurs, c'est notamment la complexité pour les particuliers lorsqu'ils souhaitent faire la rénovation énergétique de leur logement, la multiplicité des acteurs avec lesquels ils doivent traiter. Et même aujourd'hui, avec le guichet unique France Rénov', même avec les sociétés de tiers financement qui existent depuis un moment, ça reste quand même assez complexe pour les particuliers
parce qu'ils ont des relations avec différentes entreprises, puisqu'on n'a pas des entreprises qui font des opérations globales et qui se responsabilisent pour l'ensemble donc de l'offre près du particulier. Par ailleurs, on sait aussi que comme il y a eu des périodes avec une partie de rénovation énergétique très peu performante, qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui dans les acteurs de l'écosystème. Il est donc très important qu'on arrive à reconstruire cette confiance en arrivant à aligner les intérêts donc de l'entreprise qui va réaliser les travaux avec les intérêts des particuliers et nos intérêts collectifs, qui sont d'arriver à faire la rénovation énergétique la plus performante au meilleur coût. Et de ce point de vue-là, donc c'est extrêmement important de pouvoir aligner ces intérêts. Par ailleurs, on sait également qu'il y a un sujet pour les particuliers qui sont propriétaires de logements et qui les louent et qui doivent porter l'investissement sans eux-mêmes en bénéficier directement justement des économies d'énergie que cela génère. Donc ils doivent porter l'investissement, mais les bénéfices, ce sont les locataires qui vont en bénéficier au départ. Et donc il est utile de trouver une solution qui permette d'aligner justement aussi ces intérêts. Et donc c'est en ce sens que nous avons travaillé à France Stratégie sur la solution que nous appelons les opérateurs ensembliers, où l'entreprise qui à la fois fait la conception dans les travaux, fait la maîtrise d'œuvre, donc pilote les différents sous-traitants, et elle porte l'investissement dans la rénovation énergétique, et elle se rembourse en complément des aides publiques, donc pour payer le reste à charge, elle se rembourse en fait via les économies d'énergie sur la facture énergétique du ménage. Donc les propriétaires et les locataires ne dépensent pas plus que s'ils ne faisaient pas la rénovation énergétique. Mais ils bénéficient donc de la rénovation énergétique, d'un meilleur confort. Aussi, on sait que ça a des conséquences en termes de santé, notamment pour dans les passoires thermiques, il y a des grands enjeux en termes de santé. Et donc là, ça permettrait de mobiliser vraiment les économies d'énergie pour financer, sans que les particuliers n'aient à s'endetter, n'aient à faire des avances, à mobiliser leur épargne. Et donc de ce point de vue-là, il y a la possibilité il y a pas mal d'acteurs qui se sont déclarés intéressés et donc ça serait important de pouvoir le lancer rapidement pour, bien évidemment, ça ne sera pas nécessairement la réponse à tout, mais une bonne partie des rénovations énergétiques peuvent être financées de cette manière-là. Nous avons fait les calculs avant la montée des prix de l'énergie. C'était déjà un logement sur 3 pour lesquels la rénovation énergétique performante pouvait être financée par les économies d'énergie. Maintenant, avec des prix d'énergie plus élevés, c'est une partie plus importante. Et par ailleurs, on pourrait également optimiser les aides publiques pour justement mieux les mobiliser pour les bâtiments sur lesquels il n'y a pas la rentabilité de la rénovation énergétique via les économies sur la facture d'énergie, et bien évidemment en tenant compte aussi des revenus des propriétaires. Et ça, on sait que c'est souvent des bâtiments historiques pour lesquels donc par exemple les immeubles haussmanniens ou quoi que ce soit, pour lesquels et des bâtiments qui sont souvent en centre-ville, pour lesquels l'investissement de rénovation est plus cher. Et donc là, les aides publiques pourraient être optimisées pour mieux aider à rénover ce type de bâtiment, alors que d'autres bâtiments auraient moins besoin d'aide publique. Donc là-dessus, en résumé, la question du financement, la question de la simplification pour les particuliers, donc là d'avoir une relation avec un opérateur ensemblier, c'est une seule entreprise qui est en contact
avec le particulier, qui s'engage à porter l'investissement pour la rénovation énergétique, à réaliser les travaux et à piloter les travaux réalisés par d'autres sous-traitants. Et c'est elle qui les paye directement. Et ensuite, c'est un partage sur les économies d'énergie qui finance l'investissement porté par cette entreprise que nous appelons opérateur ensemblier. Par ailleurs, du coup, ça permet d'aligner l'intérêt des propriétaires avec les locataires dans les copropriétés. Et bien entendu, ça a une garantie en termes d'efficacité et de performance, puisque l'opérateur ensemblier se rembourse sur les économies d'énergie. Donc, si il réalise mal les travaux ou si les travaux sont plus chers que ce qu'il avait anticipé, c'est lui qui porte la perte, en fait, la dégradation de sa rentabilité éventuellement. Les particuliers là-dessus n'ont pas du coup de risque. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ça aligne donc leurs intérêts avec l'entreprise qui fait la rénovation énergétique. Par ailleurs, clairement, il y aura des intérêts aussi dans ce dispositif-là, à ce que du coup des collectivités territoriales fassent des choix de ces opérateurs ensembliers pour gérer des quartiers, des territoires, parce qu'on sait qu'il y a une possibilité d'optimiser la rénovation énergétique, de faire baisser les coûts unitaires si on réalise la rénovation énergétique sur l'ensemble d'un quartier. Alors bien évidemment, lorsque la collectivité territoriale choisit un opérateur ensemblier, ça ne veut pas dire que chacun des propriétaires sur le quartier est obligé de passer par cet opérateur ensemblier, mais clairement, ils auront quand même une incitation parce que les coûts seront moins chers, parce qu'il y aura plus de confiance aussi, parce que quand même, s'établir quand même sur la confiance du choix par la commune. Et par ailleurs, donc en termes d'efficacité, on sait que ça sera nettement plus efficace, y compris en équipant les bâtiments par la possibilité de produire de l'énergie, donc favoriser l'autoconsommation. On sait que c'est un enjeu absolument essentiel, y compris aussi, bien entendu, développer la géothermie de surface. Et d'ailleurs, au-delà de la question de la gestion des rénovations énergétiques, ce type d'opérateur pourrait aussi prendre en charge la question de la rénovation, de la gestion de l'eau, puisque nous savons que nous avons un enjeu absolument essentiel de ce point de vue-là, et que comme les rénovations énergétiques amènent quand même à des travaux importants lorsqu'on veut atteindre une performance globale performante, c'est clairement aussi quelque chose qui peut être géré en parallèle et financé, là pour le coup, par les économies sur la facture d'eau. Et on sait qu'on a un enjeu absolument essentiel dans notre pays, de plus en plus de ce point de vue-là. Alors peut-être je peux laisser la parole à Sylvie Montou pour donner quelques résultats un peu plus en détail sur justement dans le cadre de l'évaluation que nous avons menée pour le comité d'évaluation du plan de relance. Présenter quelques résultats plus en détail sur justement MaPrimeRénov' que nous avons étudié en détail et qui montre effectivement le constat que nous devons arriver à progresser sur des rénovations globales performantes et pas juste du monogeste. Merci Vincent. Madame la Présidente, vous avez déjà mis en évidence les principales conclusions. Néanmoins, j'essaierai dans cette présentation brève d'aller à l'essentiel sur peut-être au-delà des limites qui ont déjà été présentées par M. Ossillou, de voir aussi en termes d'efficience les résultats positifs, mais également les alertes que nous faisons notamment en termes de rénovation globale. Donc je ne vais pas vous faire la gageure de vous présenter MaPrimeRénov', mais néanmoins de souligner qu'il y a eu déjà des évolutions qui sont en cours depuis la fin 2022, avec notamment la mise en place de la plateforme France Rénov', Mon Accompagnateur Rénov', qui sont des éléments essentiels puisque lors de la première évaluation, effectivement, en octobre 2021, nous avions mis en évidence très rapidement qu'il y avait un manque d'accompagnement au niveau des ménages et que ce manque d'accompagnement avait pour
conséquence directe une véritable massification des travaux, mais surtout des monogestes. Donc les principaux bénéficiaires restent bien les ménages modestes, et si on regarde un des éléments importants qui est le reste à charge, on voit en fait que ce reste à charge reste important pour les ménages très modestes, puisque lorsqu'on cumule l'ensemble des aides, alors encore une fois c'est une estimation qui n'est pas exhaustive, puisque nous n'avons pas accès à toutes les aides dont peuvent bénéficier les ménages. Et on n'a ici qu'à partir des données individuelles de MaPrimeRénov', qui nous ont été fournies par l'opérateur l'ANA, les déclarations des ménages. Donc ça n'est qu'une première estimation, donc cette part peut être plus faible. Néanmoins, elle reste importante, et c'est la raison pour laquelle, en mars 2022, il y a eu un décret qui a mis en œuvre donc, le nouveau éco-prêt à taux zéro, qui a été mis en place à la fin de l'année 2022. Donc nous espérons que lors de la nouvelle évaluation, on sera en mesure de voir ces effets. Donc sur les monogestes, vous en avez parlé, on reste à des niveaux très importants, et ce que l'on observe en termes de gestes, c'est que la plupart des gestes qui sont sollicités par les ménages sont les travaux liés au chauffage et à la ventilation. Donc ces gains sont néanmoins pas négligeables, puisque lorsqu'on regarde le gain théorique, il est supérieur en termes de, lorsqu'on prend le gain par logement, il est supérieur de 40% au dispositif antérieur à MaPrimeRénov', qui était le crédit impôt transition énergétique. Une des limites importantes, c'est qu'effectivement, lorsqu'on regarde également la corrélation entre le taux de subvention et le gain énergétique par euro de travaux, on voit que finalement, ce ne sont pas les travaux qui sont les plus efficients en termes de gain énergétique qui sont les mieux subventionnés. Donc c'est notamment le cas pour les pompes à chaleur RO et la chaudière gaz THPE, et donc alors que lorsqu'on regarde l'isolation des murs par l'extérieur, notamment, par l'intérieur notamment, on a des résultats en termes de performance qui sont importantes, et le taux de subvention qui reste faible. Donc là, on voit déjà, ne serait-ce que par cette corrélation, qu'il y a des gestes que l'on pourrait remettre en cause en termes de subvention, puisque en termes de gains de réduction de consommation énergétique, le gain n'est pas suffisant par rapport au taux subventionné. Néanmoins, un des points qui est important et qui est des résultats les plus importants pour MaPrimeRénov', c'est que on a un impact important sur la réduction des gaz à effet de serre. Et cela est dû notamment aux gestes que nous avons mentionnés, que sont le poêle à granulés, la pompe à chaleur RO. Et donc ces travaux, même s'ils restent prédominants en termes de monogestes, ces travaux néanmoins ont un impact important et significatif sur les réductions de gaz à effet de serre. Et donc si pour le coup on n'est pas en adéquation avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone en termes de rénovation performante, on l'est en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un point important qu'il faut noter. Nous avions également regardé, mais peut-être pas m'appesantir, sur le fait de vérifier que MaPrimeRénov' était également sollicité par des territoires, des départements qui avaient des caractéristiques en termes de précarité énergétique importante, et donc en tout cas qui avaient un besoin en termes de rénovation. Et ce qu'on observe, c'est à peu près le cas, à l'exception de l'Île-de-France, où là où on voit il y a un taux de précarité, un taux de passoire en tout cas thermique qui est importante, alors que le recours à MaPrimeRénov' est faible. Et cela s'explique par des éléments qu'a mentionné M. Ossillou. C'est non seulement le fait que pour les copropriétés, les propriétaires bailleurs ont eu peu recours à MaPrimeRénov' copropriété. Et le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, il y a une difficulté dans le collectif pour mettre en place les procédures, mais il y a aussi la difficulté pour les villes comme Paris, du fait qu'on ait des bâtiments historiques et il y a des conditions et des réglementations strictes à respecter. Alors, un des points qui nous paraît très important, c'est justement sur les rénovations globales.
Sur les rénovations globales, en regardant MaPrimeRénov' Sérénité, qui est le dispositif qui se substitue à Habiter mieux Sérénité, on a estimé environ 60 000 rénovations dites globales pour l'année 2021. Mais ce qu'on observe ici dans ces différents graphiques, c'est le fait que même quand il y a des rénovations qui vont induire un gain énergétique très important, ces gains ne sont pas suffisants pour permettre des sorties de passoires thermiques. Et donc, c'est ce que vous voyez lorsqu'on regarde, par exemple, pour les étiquettes de FAF ou de GAD, où là, on a des gains qui sont parmi les gains les plus importants, énergétiques moyens les plus importants, mais pourtant, ces logements restent des passoires thermiques. Et donc, il y a toute la question, effectivement, derrière, d'identifier les bons gestes, puisque là, il y a un audit néanmoins. Donc, il y a bien un audit avec un ex-ante, donc un audit avant travaux, qui permet justement d'estimer le gain attendu. Donc, le gain attendu est significatif. Il ne permet néanmoins pas les sorties de passoires thermiques, puisque l'ensemble de ces rénovations globales ont permis 57% de sorties de passoires thermiques. Donc, en conclusion, il y a plusieurs éléments, mais parmi les principaux, donc, il y a bien sûr une massification des travaux de rénovation, qui est en tout cas un résultat qui était attendu et qui a été atteint. Les économies en termes de CO2 sont importantes et sont effectivement en adéquation avec les objectifs de la CNBC. En revanche, la grosse limite de ce dispositif, mais peut-être que ce n'est pas non plus son ambition première, est de déclencher des rénovations d'ampleur. Et donc ces rénovations d'ampleur qu'on appelle, le terme le plus récent, qui est celui des rénovations performantes et globales, et donc en fait qui sont des rénovations des gestes en tout cas, qui doivent être réalisés dans un temps déterminé, donc pas plus de 18 mois, avec la vérification de la cohérence, de la simultanéité de certains gestes, avec bien sûr l'objectif d'un gain énergétique qui soit significatif. Donc ici, la grosse difficulté aussi est de massifier ces travaux de rénovation dans les logements collectifs, dans les copropriétés, puisque ces logements représentent plus de la moitié des résidences principales. Or là, MaPrimeRénov' concerne essentiellement des maisons individuelles. Donc là, il y a un véritable enjeu. Donc nous, les premiers chiffres que nous avions, les premières données auxquelles nous avions pu accéder, nous avions eu un accès très faible, effectivement, des ménages à MaPrimeRénov' copropriété. Il semblerait que pour l'année 2022, on ait une progression, mais je pense qu'on reste néanmoins très en dessous des attentes. Et là, la grosse difficulté, c'est l'horizon de temps, puisque pour que la copropriété puisse engager des travaux, il faut qu'il y ait une assemblée générale. Donc, il faut que les copropriétaires se réunissent. Donc, en général, c'est une fois par an. Et puis après, il faut bien sûr la majorité pour que les travaux puissent être enclenchés. Donc, en fait, à ce stade, le processus est difficile et peut expliquer le faible recours. Outre le fait qu'effectivement, on a aussi des contraintes très fortes dans les grandes métropoles. Vous aviez également parlé du fait que jusqu'à présent, l'ensemble des travaux sont basés sur des estimations théoriques, notamment basées sur l'enquête Trémy du Commissariat général développement durable.
Et donc, nous en avons conscience. Et donc, effectivement, nous avions, dans un premier temps, essayé d'avoir une première évaluation qui était réalisée avec une entreprise Omez pour vérifier sur un échantillon quel était l'impact des travaux de rénovation. Les travaux, le nombre de répondants n'ayant pas été suffisant, nous n'avons pas pu estimer. Néanmoins, le service statistique du Commissariat général au développement durable a prévu cette année d'accéder pour 1 million de ménages, alors pour l'ensemble des ménages qui vont réaliser des travaux de rénovation énergétique, donc pas seulement MaPrimeRénov', mais l'ensemble des travaux, d'accéder justement à la consommation des ménages, leur permettant donc, nous espérons, soit d'ici la fin 2023 ou 2024, d'être en capacité d'estimer l'impact des travaux de rénovation qui prendra en compte la consommation réelle et l'effet rebond. Donc là, c'était pour MaPrimeRénov', la rénovation énergétique des bâtiments privés. Juste un mot pour dire que sur les bâtiments publics, il me semble que c'est aussi un enjeu important. Alors, je ne sais pas si vous abordez ou pas ce sujet, parce qu'il y a pour les bâtiments publics, il y a quand même également un nombre de bâtiments qui sont de vraies passoires thermiques. Et donc, il y a un enjeu en termes de consommation énergétique, un enjeu environnemental, mais également sociétal. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on est plus spécifiquement axé sur le logement, mais on a eu des auditions sur lesquelles effectivement le sujet aussi des bâtiments publics a été évoqué. Je laisse la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci pour vos deux présentations. Moi, j'avais déjà une première question par rapport, par rapport à ce que vous avez dit sur ce qu'il faudrait en termes de financement, puisque vous disiez qu'il y avait 15 milliards d'investissements qui étaient déjà engagés et qu'il en faudrait quasi 10 milliards de plus. C'est vrai que suivant les différents ministres qu'on a pu interroger, on a eu des chiffres assez différents. Mais par rapport en fait à ces montants, si on imaginait qu'on avait ces 10 milliards, est-ce que vous pensez que du coup on pourrait réellement réaliser ces travaux, puisqu'après il faut avoir l'argent, mais encore faut-il l'utiliser. Il faut que les entreprises soient en capacité de pouvoir le faire. Donc déjà sur ce premier aspect. Et puis ensuite sur ce que vous présentiez avec ce système-là, avec un opérateur ensemblier, donc de faire converger, on va dire, les intérêts, que je trouve assez intéressant. Et donc du coup de se rembourser, on va dire, de se payer sur les économies d'énergie. Donc ça paraît assez vertueux, mais c'est vrai que j'avais plusieurs questions à la fois. Bon, vous en avez un peu évoqué, mais sur la question de l'augmentation du coût de l'énergie, parce que c'est vrai que autant quand on était sur un coût de l'énergie qui était relativement stable, c'était assez lisible et on pouvait se dire que voilà, je vais faire tant d'économies, et donc sauf que l'on s'aperçoit que même avec une rénovation, on va avoir un coût énergétique qui va être quasi même supérieur parfois avant d'avoir fait la rénovation, juste parce que le coût de l'énergie a doublé. Et que voilà, donc savoir du coup dans votre dispositif comment intégrer ce coût de l'énergie. Et puis dans aussi ce que vous avez abordé, enfin en tout cas ce qu'on peut voir dans votre note sur les changements de comportement après les travaux, c'est-à-dire le fait que certains ménages choisissent d'augmenter par exemple en température de chauffage, qui est un peu l'effet rebond, à partir du moment où on a un logement qui est plus confortable, justement qu'on a fait baisser le coût énergétique, du coup on va vouloir aussi plus de confort, du coup on va chauffer plus, et en fait on va limiter en fait le vrai impact du énergétique. Donc du coup comment dans ce que vous décrivez, vous arrivez en tout cas à intégrer ça. Et puis dans le même sens aussi, mais peut-être que j'ai pas totalement compris, mais j'avais compris qu'en fait plus on investissait beaucoup et plus on allait sur des investissements lourds, sur de la rénovation thermique du coup performante, moins en tout cas c'était rentable, c'est-à-dire que moins on récupérait sur justement les économies d'énergie. Donc du coup c'était aussi un autre élément, parce que du coup ça ne va pas dans le sens du coup de ce que vous décriviez, parce que ça veut dire que ça va rajouter des temps en fait de remboursement. Donc c'était déjà sur ce dispositif-là.
Je voulais peut-être avoir aussi votre avis, puisque ça a été une des discussions qu'on a pu avoir avec les différents ministres qu'on a pu auditionner, sur justement les différents moyens qu'on peut avoir pour intervenir, à la fois soit, donc là c'est ce qui a été décidé au niveau législatif, d'interdire les locations de passoires thermiques, mais il y avait des discussions aussi qui ont été évoquées sur le fait d'agir sur des bâtiments, sur la vente. Et donc du coup, lors de la vente, du coup, avoir cette obligation d'investir lors de la vente, et donc avoir votre avis là-dessus. Et puis ça me permet, parce que je sais qu'il y a eu une proposition de loi citoyenne qui a été travaillée, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais en fait qui est un dispositif, pour faire court, qui dit que pour avoir un reste à charge zéro, c'est-à-dire qu'en gros chacun puisse investir, ça voudrait dire qu'il y aurait il existerait un fonds justement de rénovation qui ressemble un petit peu à ce que vous dites. Sauf qu'au lieu de se payer justement sur ces économies d'énergie, c'est en fait via une hypothèque, c'est-à-dire qu'un bâtiment, en fait, le montant est hypothéqué et c'est justement à la vente que ça vient alimenter ce fonds. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais c'était, je trouve, un système qui se rapproche un petit peu de ce que vous avez pu décrire. Voilà ce que j'avais comme question, et puis peut-être sur la question de la fiabilité des DPE aussi, puisque c'est vrai que pareil, dans ce que vous avez décrit, on voit bien qu'on a la nécessité d'avoir des DPE qui soient fiables, donc on a déjà vu l'évolution, donc savoir ce que à la fois vous pensez par rapport aux nouveaux DPE et du coup leur place justement dans ces différentes politiques. Et puis une dernière question sur les matériaux biosourcés. Sur le fait que, le chiffre n'est peut-être pas forcément exact, mais on estime qu'il y a à peu près 90% des matériaux utilisés dans la rénovation thermique qui sont plutôt liés avec des matériaux liés à l'industrie pétrochimique, et donc sur l'évolution et de faire en sorte de plutôt se tourner vers des matériaux biosourcés, et du coup sur la mise en place de filières et qui sont aussi quelque chose qui pourrait rentrer en termes de financement, puisqu'on voit aussi qu'on a un lien notamment sur le stockage carbone, lié, je sais pas, si on prend l'exemple du champ avec du stockage de carbone qui ensuite se retrouve dans le bâtiment, et donc qui est un vrai stockage sur du long terme, quoi. Et donc sur le fait qu'on peut donner du coup une valeur à ce carbone qui est stocké. Voilà, merci. Oui, quelques réponses donc à vos questions. Alors déjà sur la part de l'investissement, donc sur les 15 milliards d'euros d'investissement qui sont réalisés dans le pays dans la rénovation énergétique pour les logements, bâtiments privés. C'est donc clairement il y a un enjeu parce que cette somme n'est pas mobilisée de manière performante pour les rénovations énergétiques. L'Institut I4CE estime que sur ces 15 milliards d'euros, c'est 8 milliards d'euros qui ne génèrent pas des économies d'énergie. Donc et sachant que sur ces 15 milliards d'euros, sur les dernières années, c'était près de 6 milliards d'euros d'aide publique. Donc clairement, nous avons un enjeu de mieux mobiliser ces investissements pour des rénovations énergétiques performantes. Et donc c'est Sur les 8 milliards qui ne génèrent pas d'économie d'énergie, c'est quoi par exemple? Alors c'est des gestes de rénovation qui soit sont justement pas performants, soit faits justement de manière trop indépendante. Et on sait que dans ce cas-là, une bonne partie d'entre eux ne génèrent pas d'économie d'énergie, quoi. Et comme dans le cas classique, une entreprise n'a pas un intérêt aligné avec les particuliers quand elle réalise les travaux, que ça génère vraiment des économies d'énergie. On sait qu'on a eu dans certains cas de figure, alors bien entendu pas la majorité des entreprises, mais une partie d'entre elles qui du coup ont dégradé la confiance des particuliers dans l'écosystème parce que certaines réalisaient des rénovations du plafond par exemple ou quoi que ce soit qui ne donnait pas d'efficacité, pas d'économie d'énergie, quoi. Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes pour les particuliers. Alors, de ce point de vue-là,
Alors sur les questions pour la mise en œuvre de l'opérateur ensemblier sur le coût de l'énergie, justement ça n'est pas un sujet, ça n'est pas un problème, puisque en réalité, la logique, c'est de calculer l'écart de la facture qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la rénovation énergétique, et avec l'écart de la facture énergétique post-rénovation. Et c'est cet écart entre les deux qui est partagé entre les particuliers et l'opérateur ensemblier, et pour l'opérateur ensemblier pour financer l'investissement. Donc ça ne veut pas dire que la facture énergétique des ménages n'augmentera jamais. Si jamais les prix de l'énergie augmentaient fortement, même après la rénovation énergétique, elle peut augmenter, mais elle augmenterait beaucoup moins que s'il n'y avait pas eu la rénovation énergétique. Et donc c'est pour ça qu'il est important de mobiliser ces économies d'énergie pour la financer, pour la réaliser. Et par ailleurs, si en revanche les prix de l'énergie baissent fortement, alors ce qui est peu probable pour les énergies renouvelables, mais qui n'est pas totalement exclu, notamment pour les énergies carbonées, parce que si on rentrait en récession mondiale, il pourrait y avoir de ce point de vue-là un effondrement du prix du gaz, par exemple. Et là, de ce point de vue-là, pour un opérateur ensemblier qui aurait porté l'investissement, une des clauses dans le contrat, c'est que la durée du contrat peut être prolongée un peu automatiquement si jamais le retour sur investissement est plus faible du fait d'une baisse des coûts d'énergie. Et donc, de ce point de vue-là, c'est à la fois toujours intéressant pour les particuliers et ça limite les risques pour les opérateurs ensembliers. Et par ailleurs, ça serait intéressant que la puissance publique mobilise un fonds de garantie qui alors ne couvrirait pas l'ensemble des pertes, mais pourrait en prendre une partie. Par exemple, lorsqu'un opérateur ensemblier, c'est une perte, le fonds de garantie pourrait en couvrir 50%. Donc on est sûr qu'en couvrant 50%, l'opérateur ensemblier garde quand même l'intérêt aligné avec ne pas réaliser de pertes, donc ne pas mal maîtriser les travaux, ne pas mal anticiper les économies d'énergie qui sont réalisées, etc. Les intérêts resteraient toujours alignés, mais ça permettrait donc à la puissance publique de mieux mobiliser les fonds pour que les aides soient plus efficaces, justement en développant beaucoup plus les investissements par les acteurs privés, donc les investissements par des entreprises dans la transition énergétique des bâtiments. Et ceci à la place des investissements faits directement par les particuliers. Et sur la question relative à l'évolution de la consommation d'énergie post-rénovation, là il y a plusieurs moyens, plusieurs techniques pour pouvoir le contrôler, faire le partage de ce qui est dû à la rénovation énergétique, le partage de ce qui est dû au changement de comportement du ménage qui habite dans le logement. Il y a différentes techniques possibles. Une technique, c'est notamment, et c'est là où c'est important, de développer en fait des diagnostics thermiques performants. Donc il y a des initiatives là qui se développent, notamment le diagnostic Seren, pour renforcer en fait le diagnostic de performance énergétique, qui pourrait être fait par un acteur tiers, donc pas l'opérateur ensemblier, mais par un autre, qui ferait le diagnostic de performance énergétique avant rénovation et un autre post-rénovation, qui permet de déterminer à comportement inchangé quelle est la part de baisse de la consommation énergétique. C'est par exemple de dire sur la base de ce diagnostic performant que à comportement inchangé, la consommation énergétique du bâtiment baisse de 50%. Du coup, le calcul de la facture qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la rénovation énergétique, c'est juste facile en appliquant, donc en doublant par rapport à la facture qui a lieu post-rénovation. Donc si le nombre de personnes qui habitent dans le logement augmente, si le ménage par exemple a aussi bien entendu passé de véhicules thermiques aux véhicules électriques et que donc c'est calculé sur sa consommation d'électricité, bien évidemment ça fait monter sa consommation, mais cette partie-là du coup va bien entendu sur sa facture, quoi. La part d'économie d'énergie qui est liée à la rénovation énergétique de ce point de vue-là va à l'opérateur ensemblier. Il y a d'autres techniques possibles. Il y a par exemple
une entreprise qui a développé un système de capteurs, l'entreprise Omaze, un capteur simple, très peu coûteux, qui permet donc avec un capteur à l'intérieur du bâtiment, un capteur à l'extérieur, de faire justement la part entre ce qui est un comportement dispendieux d'utilisation du chauffage, en faisant monter la température, en laissant ouvert les fenêtres. Donc son système est très simple et très peu coûteux. Et donc ça peut être un choix pour les opérateurs ensembliers de prendre cette technologie-là pour faire la part de ce qui est dû à donc les économies d'énergie liées à la rénovation énergétique et ce qui est dû aux évolutions du comportement du ménage à l'intérieur du bâtiment. Une autre possibilité, il existe des systèmes de compteurs intelligents qui se combinent avec le compteur Linky qui permettent de voir quels sont, en termes de consommation d'électricité, quand le chauffage et le reste est à l'électricité, de faire la part des choses entre les différents équipements pour faire la part des choses entre le ménage a acheté de nouveaux équipements, de nouveaux véhicules électriques par exemple, etc. Donc ça, bien entendu, ça se reporte sur sa facture parce que ça, indépendamment de la rénovation énergétique, de toute façon, ça serait reporté sur sa facture. Donc ça, c'est plusieurs façons de faire. Et justement, un des avantages de la solution de l'opérateur ensemblier, c'est que comme dans un premier temps, les gains sur la facture énergétique ne reviennent pas directement au ménage, mais en priorité reviennent à l'opérateur ensemblier pour payer les travaux, l'investissement des travaux. Du coup, ça entraîne moins d'effets rebonds, contrairement à une situation où, bien évidemment, quand on le constate aujourd'hui, quand la baisse de la facture énergétique est importante, souvent le réflexe, c'est d'en consommer plus, quoi. Et donc là, justement, en ne la faisant pas baisser beaucoup, ça n'incite pas à consommer plus. Et par ailleurs, un autre intérêt aussi, c'est que bien évidemment, l'opérateur ensemblier qui reste en contrat avec les particuliers sur une longue période, tant que du coup les investissements ne sont pas remboursés par les économies d'énergie, il peut, s'il voit des comportements mal adaptés en termes de consommation énergétique, il peut juste se rapprocher des particuliers en leur disant attention, vous avez des pratiques qui font dépenser beaucoup plus, on peut vous aider, vous conseiller. Bien évidemment, ça reste du choix des particuliers d'adapter ou pas leur comportement, voire éventuellement aussi de les accompagner dans le choix d'équipements, par exemple d'avoir de la domotique qui permet de mieux piloter les équipements et pas simplement les équipements de chauffage ou d'eau chaude, mais des autres équipements de consommation électrique qu'ils consomment par exemple à des moments où on n'est pas dans les pointes électriques, etc. Donc ça c'est... de ce point de vue-là, c'est aussi un des avantages de la solution, c'est que ça permet de mieux contrôler l'effet rebond et aussi, contrairement à la situation actuelle où une entreprise fait une rénovation énergétique, une fois qu'elle a fait les travaux, qu'on lui a payé sa facture rapidement, elle est plus partie prenante. Et donc d'ailleurs, si du coup ça n'est pas performant, pour elle, c'est terminé. Et puis si les comportements ne sont pas adaptés, c'est pas elle qui va faire un suivi et aider les ménages à mieux adapter leur comportement pour faire baisser leur consommation, quoi. Par ailleurs, donc... Juste sur ce point, il y a des expérimentations de ce système-là ou à l'étranger, je ne sais pas, mais qui peuvent ressembler. Non, c'est un système qui pour l'instant n'a pas été mis en place et pas à l'étranger, justement. Alors on a justement à France Stratégie étudié des situations qui sont assez proches, mais qui justement n'avaient pas exactement ces caractéristiques. Et c'est de cette manière-là qu'on a établi justement les caractéristiques de l'opérateur ensemblier pour répondre aux problèmes qui avaient généré donc du coup des difficultés dans la mise en œuvre de concepts un peu similaires.
notamment les sociétés de tiers financement sont très proches de ce dispositif, mais la différence, c'est que les sociétés de tiers financement mobilisent des prêts, par ailleurs ne sont pas responsabilisées complètement sur la performance, puisqu'elles ne se remboursent pas sur la performance post-rénovation. Et donc, justement, plusieurs des sociétés de tiers financement sont intéressées à passer à la société de tiers investissement, de porter l'investissement et du coup de rembourser l'investissement réalisé par les économies d'énergie. Bien évidemment, les sociétés de tiers financement, dès maintenant, essayent de faire en sorte que la facture au ménage, donc le financement de son prêt, ne soit pas supérieur à l'économie qu'il va faire sur sa facture d'énergie, mais ça n'est pas quelque chose de vraiment intégré. Et par ailleurs, on sait que même avec les sociétés de tiers financement, malheureusement, pour les ménages, le choix des artisans, leurs relations, etc., est assez compliqué. Un autre problème, par exemple, aussi qu'on a bien vu, notamment en parlant avec des ménages qui ont été face à des problèmes, c'est que la mobilisation des aides lorsqu'on veut faire une rénovation énergétique performante, donc avec plusieurs gestes, etc., c'est souvent très compliqué à mobiliser et il leur manque, ils passent souvent beaucoup de temps avant d'être sûrs qu'ils pourront avoir des aides. Avec en plus l'obligation d'artisans RGE, par exemple, etc. Et donc, certains nous ont dit, il nous a fallu plus de 6 mois pour savoir si on allait avoir des aides. Or, nous, on venait d'acheter une maison, on devait faire des travaux de rénovation, on voulait faire des travaux de rénovation énergétique en même temps, mais on n'était pas sûr d'obtenir les aides. Donc, du coup, on a fait nos travaux de rénovation sans faire la rénovation énergétique. Et bon, c'est là clairement, comme vous l'indiquiez, c'est très important justement au moment des ventes, au moment des opérations, d'avoir justement cette proposition de pouvoir faire ce financement par les économies d'énergie. Alors la suggestion effectivement d'avoir une obligation au moment des ventes de la rénovation énergétique, ça serait quelque chose de très important, notamment bien entendu pour les maisons individuelles, puisqu'on sait que dans les copropriétés, c'est un appartement qui se vend et qu'on ne peut pas faire la rénovation juste d'un appartement individuellement de l'ensemble du bâtiment, ça ne serait pas performant. En revanche, dans les maisons individuelles, là, il pourrait y avoir éventuellement une obligation pour toute maison qui a un DPE faible, d'avoir l'obligation de rénovation énergétique au moment de la vente et que ça soit intégré. Du coup, ça serait une forte incitation, bien entendu, pour les propriétaires de l'intégrer dans leur prix de vente ou bien de le faire justement avant la vente via un système d'opérateur ensemblier, puisqu'en plus, le contrat d'opérateur ensemblier du propriétaire peut se transmettre au prochain propriétaire qui continue donc à payer via la facture énergétique le remboursement de l'investissement, parce que l'achat du prix de la maison aurait été moins cher pour lui, quoi. Et par ailleurs, donc, effectivement, le fonds que vous suggériez, qui est sur les hypothèques à la vente, alors il y a un système de prêt déjà de remboursement, mais concrètement, il est peu distribué aujourd'hui, peu mobilisé. Et alors, on n'a pas nécessairement une explication très claire pourquoi il n'est pas aussi mobilisé que l'intérêt qu'il présente. Mais mon sentiment, c'est quand même que les particuliers, ce qu'on a déjà comme dans les enquêtes, c'est que les particuliers sont assez réticents à prendre des prêts. Et donc, c'est peut-être parce que ça a un aspect prêt, et notamment les parents qui font les travaux et puis qui anticipent la transmission de leur logement à leurs enfants ne veulent pas nécessairement que ça soit au moment de la transmission que ça se rembourse, quoi. Et par ailleurs, donc on sait qu'il y a un enjeu aujourd'hui que les banques qui certes expriment un fort intérêt dans la volonté de financer les rénovations énergétiques, mais en réalité il y a quand même très peu de prêts qui se font, et même la distribution du prêt à taux zéro est très faible par rapport au potentiel.
c'est en évidence parce que dans les échanges qu'on a eus avec les institutions bancaires, elles n'ont pas d'actifs à mettre en place en face, contrairement à la construction par exemple d'une maison, d'un bâtiment. Par ailleurs, quand c'est un prêt pour la rénovation énergétique, par ailleurs c'est complexe d'analyser la situation financière des particuliers, les risques qu'il peut y avoir. Et donc de ce point de vue-là, il serait probablement plus simple que les institutions financières financent justement les opérateurs ensembliers qui portent l'investissement et qui se remboursent sur les économies d'énergie. Ça serait pour les banques plus facile d'évaluer la situation financière de l'opérateur ensemblier, d'évaluer sa performance en termes de réalisation des rénovations énergétiques, puisqu'il y aurait plusieurs opérations qui seraient réalisées, alors que quand c'est un prêt à un particulier pour une rénovation énergétique, on sait qu'il n'en fait pas plusieurs d'affilée, et donc il est chaque fois un peu compliqué d'évaluer les risques pour le particulier et pour la réalisation de la rénovation énergétique. Alors, il y en avait une question de Marta Tsidrack. Merci Madame la Présidente. Merci pour ces explications-là. Moi, je voudrais continuer un petit peu sur les questions qui ont été posées par notre rapporteur et notamment sur ce que vous avez défini comme l'opérateur ensemblier, en fait, en tant que tel. Donc, j'ai cru comprendre donc, le mécanisme que vous venez juste à l'instant de développer. Toutefois, vous avez dit d'autres choses très intéressantes dans votre présentation, notamment Madame Montou, puisqu'on voit que ma prime rénov, pour l'essentiel, bénéficie aux ménages modestes, 83%, voilà, il me semble, c'est le chiffre que vous avez annoncé, et vous avez annoncé, enfin, vous avez partagé autre chose également que nous connaissons, à savoir que parfois, malgré les investissements donc, que l'on fait, on ne sort pas du statut de passoire énergétique. Donc, une fois qu'on a mis tout ça, une fois qu'on vous a entendu, Monsieur Ossiou, sur le mécanisme, en réalité, du calcul, etc., sur le volet, en fait, évidemment, essentiellement énergétique, je me posais la question, quid de ces situations-là, comment cela va se passer concrètement sur ces cas de figure où vous allez être donc à un moment donné confronté à des ménages modestes qui vont prendre un prêt, malgré tout ce que vous avez dit autour de cela, qui vont donc faire des travaux. Ces travaux ne vont pas leur permettre d'arriver, enfin de sortir du statut passoire énergétique, si ce n'est que, si j'ai bien compris, dans la manière dont se financerait cet opérateur ensemblier, lui, il sera quand même pas mauvais, en fait, puisqu'il y aura eu un progrès énergétique clair. Vous l'avez dit vous-même dans vos propos. Donc ça, c'était ma première question, si vous pouviez quand même nous donner un peu plus de précision là-dessus. Et aussi, je me posais également la question, en réalité, c'est vrai que vous êtes au niveau des économies finances de France Stratégie, mais malgré tout, un bâtiment, au moment de sa conception, est conçu d'une certaine façon. Au moment de sa fin de vie, on voit qu'aujourd'hui, des lois se sont déjà, notamment je pense à la loi AGEC avec les diagnostics, etc., qu'on demande. Et en réalité, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la durée de vie du bâtiment et ce qui peut devenir en termes d'amélioration. Vous êtes dans une approche essentiellement économique, évidemment, et donc énergétique, mais est-ce que cet opérateur ensemblier, à un moment donné, va avoir un autre apport, si je puis dire, vis-à-vis des Français, qui pourraient donc passer par cet opérateur-là, qui serait une espèce de diagnostic global sur la pathologie de leur logement, et aussi sur, vous voyez, des diagnostics peut-être que l'on pourrait avoir régulièrement, je ne sais pas avec quelle périodicité, selon le type de patrimoine auquel nous sommes confrontés. Voilà mes questions, je vous remercie. Oui, alors quelques éléments de réponse. Donc, pour les ménages modestes, justement, c'est un vecteur qui permet d'obtenir des rénovations énergétiques globales performantes, puisque le ménage n'a pas besoin de s'endetter, n'a pas besoin de faire un prêt. C'est l'opérateur ensemblier qui porte l'investissement. Donc, de ce point de vue-là, ça résout le problème justement de la difficulté des prêts pour les ménages modestes. Et bon, la difficulté des prêts aussi pour les autres ménages qui, eux, pourraient les obtenir, mais souvent ne souhaitent pas s'endetter. Et par ailleurs, pour que, bien évidemment,
la rénovation énergétique ne se limite pas à faire les gestes qui génèrent les économies d'énergie, mais qui améliorent bien aussi le confort, qui fasse donc ce qu'on appelle une rénovation énergétique globale performante, donc elle atteigne catégorie A ou B quand ce n'est pas une passoire thermique, et au moins catégorie C quand c'est une passoire thermique. Là, c'est du point de vue de la réglementation, justement, la puissance publique pourrait définir que l'opérateur ensemblier doit faire la rénovation énergétique globale performante pour atteindre ces seuils. Sinon, il ne peut pas faire donc ce contrat avec les particuliers. Donc de ce point de vue-là, on a déjà eu l'occasion d'échanger avec des entreprises qui sont intéressées par ça, et c'est vraiment faisable. On a également évalué aussi ce qui est faisable en termes de financement par les rénovations énergétiques. Ça permet d'atteindre ces seuils-là. Ça permettrait de vraiment améliorer le confort et pas juste la baisse de consommation d'énergie. Et par ailleurs, alors ça c'est une suggestion, c'est pas quelque chose que nous avons encore étudié en détail, mais la puissance publique pourrait mettre aussi des conditions pour améliorer, enfin déjà pour demander donc à l'opérateur ensemblier d'évaluer la qualité du bâtiment. Donc, indépendamment de la rénovation énergétique, le fait que est-ce qu'il y a un risque qu'il s'effondre ou quoi que ce soit, ça pourrait être quelque chose qu'il intégrerait, puisqu'il fait de toute façon quand même un diagnostic thermique, et donc il va quand même étudier le bâtiment de près, et par ailleurs aussi en réalisant les travaux. Donc là, il pourrait y avoir cette obligation supplémentaire. Bien évidemment, ça rajoute un coût pour la rénovation énergétique, donc il serait quand même utile que la puissance publique, si elle met cette obligation, mette une partie de ce coût supplémentaire, pour pas que ça vienne plomber encore un peu plus des rénovations énergétiques, qu'elle mette des aides spécifiquement, puisque là on sait quand même qu'on a un gros intérêt collectif de beaucoup mieux anticiper quand un bâtiment a un risque de s'effondrer, ou quoi que ce soit. Et donc ça, l'opérateur ensemblier pourrait en avoir la responsabilité, mais à condition quand même qu'on mobilise des aides pour cette partie-là de l'investissement qui, pour le coup, sinon ça va faire monter le prix des rénovations énergétiques et qui pourront moins se rembourser par les économies d'énergie, quoi. Une autre... par ailleurs, y compris d'ailleurs sur l'initiative de mieux adapter les logements au vieillissement, comme je le mentionnais tout à l'heure pour la gestion de l'eau, c'est des choses qu'on peut aussi demander aux opérateurs ensembliers de développer. Alors bien évidemment sur l'adaptation du logement pour qu'il soit mieux adapté aux ménages plus âgés, ça bien évidemment ça ne sera pas nécessairement financé par la rénovation, par les économies d'énergie. Mais là-dessus, on peut mobiliser les aides publiques qui existent déjà là-dessus et également éventuellement trouver d'autres types de financement pour que cette partie-là des travaux se fasse en complément donc, de la rénovation énergétique. Et si tout est fait ensemble, ça permettra de faire baisser le coût unitaire, justement, à la fois de la rénovation énergétique et à la fois aussi, si on séparait, juste de faire des travaux pour mieux adapter le logement au vieillissement de ces résidents, quoi. Ou à la gestion de l'eau aussi, quoi. Par ailleurs, alors, sur la question posée par M. Contard sur la question des matériaux biosourcés, c'est absolument, effectivement, un des enjeux majeurs pour le pays et pour la planète, bien entendu. Et clairement, alors, dans un premier temps, pour les opérateurs ensembliers, il ne vaut mieux pas leur mettre des contraintes plus élevées que les opérateurs classiques de la rénovation énergétique, parce que sinon on leur barrerait la route en quelque sorte. En revanche, une fois que ça aura démarré, il est possible de mettre des réglementations là-dessus, de mettre donc des contraintes supplémentaires. Ça aiderait à développer l'offre de manière forte, notamment l'offre pour les matériaux, parce que par exemple on sait que pour le chanvre, etc., il faut arriver à faire baisser les prix, il faut arriver à en produire beaucoup plus,
et aussi que les professionnels sachent beaucoup mieux utiliser ce matériau plutôt que d'autres matériaux classiques, quoi. Donc là-dessus, le rôle de la réglementation et des incitations serait notamment, par exemple, en mobilisant les aides dans un premier temps, et une fois que l'offre, en fait, à la fois chez les professionnels et puis en termes de matériaux, aurait répondu à la demande, on peut mettre des contraintes pour que ça soit ces matériaux-là qui deviennent obligatoires en quelque sorte. On a un enjeu, ça je suppose que vous l'avez vraiment bien en tête, c'est l'enjeu pour la montée en puissance de la rénovation énergétique, c'est que nous devons faire monter en compétences et former beaucoup de personnes, beaucoup d'artisans ou autres qui travaillent aujourd'hui dans la construction qui devraient se réorienter vers la rénovation énergétique. Donc là, il y a un enjeu absolument essentiel, bien évidemment, du point de vue de la puissance publique, des collectivités territoriales, de mieux aider à monter en qualité dans la formation et de ce point de vue-là, justement aussi, l'opérateur ensemblier est un élément qui peut être un vecteur porteur pour mieux orienter et mieux former plus de personnes dans la rénovation énergétique des bâtiments, puisque ces acteurs vont réaliser quand même des investissements importants, vont développer des relations avec des artisans, avec d'autres corps de métier, clairement, ils vont travailler avec eux de manière beaucoup plus régulière, donc les aider à les former, éventuellement même investir dans leur formation pour qu'ils puissent répondre à leurs demandes. Et donc ça va aider vraiment à structurer l'écosystème et à faire monter en compétences, à orienter plus de compétences vers la rénovation énergétique des bâtiments. Permettez-moi, je reviens sur ma question, c'est-à-dire le profil de ces opérateurs ensembliers. Vous êtes en train de nous décrire en fait un architecte, un maître d'œuvre. Je ne comprends pas très bien, parce qu'en réalité, il va avoir beaucoup de tâches à faire, cet opérateur ensemblier. C'est-à-dire que d'un côté, il va devoir se préoccuper des compétences à trouver, et donc à les former éventuellement, le cas échéant. Vous avez parlé dans vos propos introductifs qu'ils vont prendre en charge de la conception jusqu'au suivi, et donc j'imagine jusqu'à la livraison fin de chantier. Même au-delà. Même au-delà, puisque effectivement il y a l'engagement sur les performances. Donc j'ai envie de dire, pardon, ça fait pas un peu usine à gaz, ça fait pas un machin un peu trop gros, et finalement qui va le contrôler? Et on va se contenter de chiffres, c'est-à-dire il va nous dire, ben là ils étaient à temps, maintenant ils sont à temps, poum, donc c'est bon, et vous êtes, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train éventuellement d'avoir quelque chose une espèce de machin un petit peu gros qui va prendre en charge tout cela, et hop, et on sera dans le meilleur des mondes, tout sera résolu grâce à ces opérateurs ensembliers. Excusez-moi, je suis juste un petit peu... Et à aucun moment... Enfin, on sait qu'il y a des métiers aujourd'hui qui font ça, qui font de la coordination, donc je me posais bêtement la question. Voilà. Tout à fait, et c'est justement l'usine à gaz, plutôt que ça soit une usine à gaz que les particuliers doivent gérer ou les copropriétés, c'est justement une entreprise qui le gère, et elle saura mieux le gérer parce que justement c'est son métier, sa compétence qui va se développer de ce point de vue-là, de savoir bien faire la conception du projet pour la rénovation énergétique, de bien s'assurer de la qualité des travaux, de bien réaliser ces travaux. Et comme elle se rembourse sur les économies d'énergie, c'est justement son intérêt est vraiment aligné avec le fait que la rénovation énergétique sera performante. Et donc, bien évidemment, il y aura une transmission d'informations à l'agence de régulation pour faire un suivi, mais le risque de malfaçon ou quoi que ce soit est beaucoup plus faible que dans le cas classique, puisque là, si l'entreprise donc l'opérateur ensemblier, qui est le maître d'œuvre, et qui est en même temps assistant à maître d'ouvrage. C'est un contrat de conception-réalisation.
S'il maîtrise mal, donc à la fois le choix des différents artisans, corps de métier qui vont faire les différentes opérations, s'il fait mal le suivi, etc., bien évidemment, c'est lui qui, comme les économies d'énergie ne sont pas à la clé, c'est lui qui porte des pertes. Donc clairement, c'est justement ces entreprises vont développer ces compétences. Et il en existe déjà quand même des entreprises qui ont ces compétences, qui font déjà de l'accompagnement de qualité dans les rénovations énergétiques. Elles sont très diverses. Il y a des entreprises qui sont plutôt des PME, il y a des entreprises qui sont plutôt des grandes entreprises, il y a des fédérations d'artisans qui sont aussi dans ce genre d'action. C'est également le cas aussi des sociétés d'économie mixte que sont les sociétés de tiers financement. Donc en fait, il y a une grande diversité sur les acteurs potentiels qui peuvent rentrer dans ce dispositif. Et là-dessus, il y a ce qui est la garantie, c'est que justement, comme leur rentabilité est directement impactée si jamais ils ne maîtrisent pas bien les travaux, si jamais les économies d'énergie ne sont pas à la clé ou quoi que ce soit, on est bien sûr pour la collectivité, pour la puissance publique, que le risque sera beaucoup de malfaçon, du coup de rénovation énergétique non performante, etc., sera beaucoup plus faible. Et par ailleurs, il sera facile pour la puissance publique de faire un suivi parce qu'en fait, il pourra y avoir une transmission d'informations automatique ex-ante, c'est-à-dire avant la rénovation énergétique, dans la proposition du contrat que l'opérateur ensemblier fait à un particulier ou à une copropriété, il transmet en fait à l'agence qui sera chargée de sa régulation quel est le coût des travaux qu'il anticipe, quelles sont les économies d'énergie qu'il anticipe. Donc déjà, ex-ante, l'agence de régulation pourra voir si les coûts des travaux qu'il donne sont trop faibles par rapport à ce qu'ils vont être ou bien trop élevés. Elle voit si un opérateur ensemblier se trompe trop souvent, puisqu'en fait, après la réalisation des travaux, donc les 1 an ou 2 ans après, il y a transmission des coûts effectifs des travaux et il y a transmission des économies d'énergie effectives. Donc il est facile de voir sur chacune des opérations si l'opérateur ensemblier se trompe, sachant que même s'il se trompe, c'est lui qui porte les pertes. Donc ce n'est pas négatif pour les particuliers. C'est un risque beaucoup moins important que quand on leur demande de payer des travaux qui sont très coûteux et que ces travaux ne génèrent pas en fait une rénovation énergétique performante. Là, ils ne payent pas puisque c'est juste les économies d'énergie qui financent ces travaux. Par ailleurs, donc comme l'agence de régulation a les informations de manière automatique sur quel est le coût effectif post-rénovation, quelle est la consommation effective post-rénovation, elle peut voir si un opérateur ensemblier a tendance à se tromper trop souvent ou si son coût, par exemple, pour la rénovation d'un bâtiment est plus élevé qu'un autre pour la rénovation équivalente, d'un bâtiment équivalent. Sachant que les risques sont quand même beaucoup plus faibles que dans le cas classique, puisque là, vraiment les intérêts sont alignés, puisque l'opérateur se rembourse donc sur vraiment sa maîtrise de la rénovation performante et sur les économies d'énergie que ça réalise. Mais c'est quand même important de le suivre si jamais il y en a un qui faisait trop d'erreurs, quoi. Voilà. Merci. Alors, il nous reste 2 questions. Je ne sais pas si monsieur le rapporteur voudra conclure. Amel Gaker et Jean-Jacques Michaud. Merci. Dans la continuité, en fait, de l'intervention de ma collègue, toujours sur cet opérateur ensemblier, vous faites fi... Enfin, théoriquement, ça paraît... très intéressant, c'est intéressant parce que vous répondez à une grande partie des difficultés rencontrées, notamment cette complexité que peuvent rencontrer aujourd'hui les ménages dans leurs projets. Par contre, vous faites fi du contexte
de pénurie de matériaux, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs de la rénovation thermique. Et je voulais savoir si vous aviez justement en tête ces difficultés-là, des réponses, des propositions, en tout cas sur cette difficulté. Et puis la deuxième chose, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce modèle, entre guillemets, n'existait pas réellement, en tout cas exactement sous cette forme-là, mais des formes, en tout cas, pouvaient ressembler ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Merci. Oui, alors donc pour les formes qui existent ailleurs et qui sont proches, donc les sociétés de tiers-financement sont très proches. Certains délégataires C2E qui font de l'accompagnement déjà aujourd'hui de l'accompagnement dans la rénovation énergétique sont proches, mais pour l'instant c'est pas eux qui portent l'investissement. Et donc là, ça garantira d'une part un meilleur alignement des intérêts, d'autre part aussi la réponse à l'enjeu principal qui est comment mobiliser des financements parce qu'on sait que les particuliers, bien entendu, ont des difficultés de ce point de vue-là. Donc ça, on est dans des situations, enfin l'opérateur ensemblier, ça n'est pas un pas très important par rapport aux situations actuelles, c'est un pas de plus qui est de porter l'investissement. Et ça permet d'aligner les intérêts et de gagner donc en efficacité et en qualité. Et c'est d'ailleurs un des éléments très importants, c'est que ça permettra de regagner la confiance. Parce que clairement, quand il y a quelques maisons ou quelques copropriétés qui auront été rénovées de cette manière-là, sans que les particuliers ne payent rien de plus que s'ils n'avaient pas fait la rénovation énergétique, que la rénovation est performante, il y aura quand même rapidement du bouche à oreille sur le fait de pouvoir utiliser ce type de dispositif et d'avoir confiance sur les résultats. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le bouche à oreille fonctionne plutôt dans l'autre sens, quoi. Les gens ont plutôt peur de ne pas avoir une rénovation de qualité. Et par ailleurs, donc, bien entendu, l'enjeu de la disponibilité de la main-d'œuvre et des entreprises est un enjeu absolument essentiel. D'ailleurs, France Stratégie est mobilisée sur une mission qui nous a été confiée par l'Assemblée nationale pour identifier concrètement le besoin justement en main-d'œuvre et en compétences pour donc la rénovation énergétique compte tenu de la trajectoire de l'ambition que nous avons pour être sur l'objectif de zéro émission nette en 2050. Donc là, les travaux sont en cours, mais bien évidemment, c'est un sujet que nous avions déjà bien en tête. Mais justement, en aidant à mieux structurer l'écosystème par notamment des marques qui vont être qui vont avoir plus de confiance de la part des particuliers. Clairement, ça sera quelque chose qui va plus être attractif pour des personnes qui voudraient se lancer dans ce métier, pour attirer des jeunes, pour s'y former. Et de ce point de vue-là, on a quand même, on a quand même les ressources en termes de travail dans le secteur du bâtiment qui pourraient être mieux mobilisés sur la rénovation énergétique et moins sur la construction neuve. Alors bien évidemment, c'est un enjeu complexe parce qu'il faut des formations spécifiques et autres, mais justement, le fait de mieux structurer l'écosystème de ce point de vue-là aidera plus à attirer de monde parce que ces entreprises pourront mieux investir dans la formation de leurs agents, ou y compris des artisans qui travailleront pour elles en sous-traitant. Et ça facilitera justement de mieux former, y compris de les former sur le terrain. Puisque ce n'est pas nécessairement d'aller faire une formation ailleurs ou quoi que ce soit, mais de les accompagner dans les gestes et donc de s'assurer que bien évidemment, l'artisan qui se reconvertit vers la rénovation énergétique alors qu'il n'y était pas, que dans un premier temps, il y a un suivi par l'opérateur ensemblier qui s'assure de sa formation, quoi. Et justement, ça permettra de monter en puissance de ce point de vue-là, quoi. Alors, probablement qu'il faudra aussi quand même des aides publiques pour développer
plus d'organismes de formation dans ce domaine, et peut-être aussi pour que une part plus grande de nos jeunes travailleurs aillent dans ce domaine-là, quoi, avec des incitations. Mais clairement, le facteur essentiel, c'est quand même de mieux structurer l'écosystème. Parce que sinon, si on n'a pas les acteurs qui font l'investissement et puis qui assurent vraiment le recrutement de manière performante avec la qualité du travail, la qualité de l'environnement de travail, etc., et la performance justement de la rénovation, parce que ça aussi c'est quand même quelque chose qui est très important, puisque on sait bien que les salariés finissent par, ou les artisans qui seraient mobilisés, finiraient par se démobiliser si jamais les rénovations n'étaient pas performantes, quoi. Et que les particuliers, comme on l'a beaucoup constaté dans le passé, avaient l'impression d'être plutôt victimes d'arnaques, parce que en termes d'économie d'énergie, ça ne générait pas tellement d'économie d'énergie, quoi. Jean-Jacques Michaud. Oui, merci pour tous ces renseignements. Et dans la continuité du questionnement, je voudrais que vous m'éclairiez. Si j'ai bien compris, les locataires ou propriétaires de ces immeubles rembourseront la différence entre ce qu'ils payaient en termes d'énergie avant les travaux et après les travaux. Ceci étant, quand on sait qu'un locataire reste 2 ou 3 ans dans un bâtiment et qu'un propriétaire reste propriétaire 8-10 ans, est-ce que les relations entre la personne qui remboursera une partie, le delta, se fera parce que c'est plutôt lié au bâtiment qu'aux personnes. Donc est-ce que ce sera une servitude notariée? Comment vous avez réfléchi à cette relation-là? Il y a différentes choses. C'est-à-dire que, alors si on est sur une copropriété, donc avec des bailleurs et donc des locataires, c'est la consommation d'énergie qui, alors sur la partie commune, qui va financer les rénovations énergétiques sur la partie commune. Sur les parties privatives, c'est l'engagement, c'est que le locataire ne paie pas plus que s'il n'y avait pas la rénovation énergétique, mais il bénéficiera quand même d'un logement beaucoup plus confortable, beaucoup plus sécure, quoi, en termes notamment de questions de santé, quoi. Dans le cas où le propriétaire par exemple ne louerait pas son appartement s'il est vide, il y a une clause comme quoi il a un montant minimum à payer de toute façon quand même par mois, ce qui serait quand même aussi une incitation supplémentaire à ne pas laisser les appartements impayés, non loués, quoi. Et par ailleurs la clause, c'est que le propriétaire, s'il vend son appartement, il a 2 options. La première option, c'est d'intégrer le restant-dû à l'opérateur ensemblier dans son prix de vente. Donc, il fait de ce point de vue-là. Soit il intègre dans son contrat de vente le fait que le nouvel acheteur doit reprendre le contrat avec l'opérateur ensemblier. Donc, du coup, le nouvel acheteur paye moins cher que si, dans le prix de vente, il y avait l'intégration du prix de la rénovation énergétique. Et il continue à payer une facture énergétique équivalente à celle qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la rénovation énergétique, tant que l'investissement n'est pas finalisé, quoi, remboursé. Donc, de ce point de vue-là, c'est simple à transmettre. Ça n'oblige pas d'attacher le contrat au logement, au bâtiment. C'est juste une clause dans le contrat que le propriétaire doit soit payer le restant du s'il vend le logement, soit intégrer dans son contrat de vente le fait de reprendre le contrat au nouveau propriétaire. Et idem pour le nouveau propriétaire. Non, juste une question complémentaire sur ce système là, que vous avez très bien expliqué, voir si vous avez déjà eu des retours, la perception des différents ministères, que ce soit Bercy, ministère du Logement, Transition écologique, savoir si
voilà, quel intérêt en tout cas il porte à ce système, et puis peut-être aussi avec les organisations professionnelles du bâtiment aussi. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges et des retours par rapport à ça? Oui, tout à fait. Nous avons échangé avec beaucoup de parties prenantes. Donc oui, il y a un fort intérêt des différents ministères pour ce principe. D'ailleurs, normalement, un appel à projet pour l'expérimentation doit être lancé prochainement dans le cadre de France 2030 au printemps. Donc là, nous sommes justement en échange avec les différentes administrations qui établissent les cahiers des charges. Et donc, cet appel à projet et l'expérimentation doit être lancé prochainement dans quelques semaines. Par ailleurs, donc, on a eu l'occasion d'échanger avec effectivement les fédérations et beaucoup d'acteurs du secteur du bâtiment. Et beaucoup d'entre eux sont intéressés par éventuellement se lancer dans le concept d'opérateur ensemblier, parce qu'ils voient bien justement l'intérêt en termes de faire monter très concrètement l'ampleur du marché, parce qu'ils ont bien en tête, on sait que par exemple certaines entreprises comme l'entreprise Bouygues par exemple a dit on veut passer, on est à 80% de construction neuve, 20% de rénovation énergétique, et on veut passer, enfin au 90-10, et on veut passer à 80-20, enfin au sens 80 de rénovation, 20 de construction, des choses comme ça. Enfin, beaucoup de gens dans le secteur, beaucoup d'entreprises et d'artisans dans le secteur du bâtiment savent que, bien évidemment, la part du marché qui va être la plus dynamique, ça va être maintenant la rénovation énergétique, parce que ça va devenir obligatoire, et puis surtout c'est un enjeu absolument essentiel pour notre planète, et par ailleurs aussi, justement en développant ce concept, qui n'est pas pour l'instant développé dans d'autres pays, la France aurait la possibilité de développer justement des entreprises qui pourraient ensuite intervenir dans les pays tiers, parce qu'on sait que dans beaucoup d'autres pays, il y a aussi un sujet de comment on finance ces rénovations énergétiques, quoi, dans les pays qui ont moins de revenus, quoi, mais qui ont quand même des factures énergétiques élevées, quoi. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci madame, merci monsieur, et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Est-ce que le document que vous avez présenté, on pourra... oui, il a été remis et on pourra... D'accord. D'ailleurs, il y avait aussi une présentation sur l'opérateur ensemblier. Alors, je ne vous ai pas montré là les... Enfin, on n'avait pas les... Oui, si mais vous je pouvez pourrais la faire vous les envoyer. Passer au secrétariat de la commission, avec grand plaisir. Et nous sommes à votre disposition si vous voulez en reparler en détail sur certains points. D'accord. Tout à fait. Merci beaucoup et bravo pour vos travaux. Ouais. Merci. Un point aussi, enfin juste peut-être le fait de simplifier la capacité de décision des copropriétés est quelque chose d'absolument essentiel de ce point de vue-là. Pas juste pour l'opérateur ensemblier, d'ailleurs, mais pour les rénovations énergétiques. Et les opérateurs ensembliers permettraient justement de répondre à ça, parce que ça permettrait une offre globale. Et donc, il y aurait juste un premier vote de la copropriété de dire on a un intérêt à faire la rénovation énergétique globale performante sans payer rien de plus que notre facture énergétique. Et ensuite, les opérateurs ensembliers feraient différentes offres pour ce bâtiment, et il y aurait un vote global de la copropriété pour choisir l'opérateur ensemblier, et ça serait le dernier vote. Alors qu'aujourd'hui, ils sont amenés à faire des votes sur un peu toutes les opérations chaque fois, et donc ça c'est quelque chose qui est un gros frein, parce que ça prend énormément de temps pour réaliser la rénovation énergétique. Merci.